Bonjour à tous, nous avons fait plusieurs podcasts déjà sur des thématiques qui sont connexes au communisme et qui touchent ses conséquences. Nous avons une petite polémique, enfin moi j'ai une petite polémique en ce moment avec une brochette de communistes, donc nous allons forcément en dire un mot. Et surtout nous avons une bonne nouvelle, c'est que nous allons rapatrier en France un des textes qui permettent modestement de combattre une hérésie issue du communisme, à savoir l'idée qu'il existerait des discriminations à grande échelle qui seraient causées par toutes sortes d'intérêts mesquins, bourgeois et capitalistes, et que ces discriminations surtout se mesureraient par des disparités, et donc que toute inégalité serait en réalité une discrimination à peine déguisée. Pour discuter de tout ça, je suis avec mon comparse de toujours, Radu Stoinescu. Ça va, Radu ? Oui, bonjour mon cher Moss, ça va. Bonjour à tous nos fidèles soutiens. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles à leur annoncer, donc pour repartir... Alors peut-être on peut commencer par la bonne nouvelle des Scruton, peut-être. Voilà. Nous avons fini donc les deux livres. Ça va être des beaux bébés en fait. Donc voilà, les livres sont prêts. Nous attendons simplement une réponse administrative. On vous expliquera encore une fois au bon moment de quoi il s'agit. C'est véritablement une très bonne raison pour laquelle nous ne pouvons pas envoyer encore ces textes à l'imprimeur. Au plus tard, nous pourrons les envoyer vers le 10 novembre. Donc vous nous excuserez si en fin de compte, ça prendra encore à peu près 2-3 semaines pour que vous les ayez en main propre. Voilà, tout est prêt. Il nous suffit d'un imprimatur, on pourrait dire. C'est pas une histoire de censure, mais c'est véritablement d'un coup de tampon, quoi. Ouais, c'est une histoire de tampon, à vrai dire, mais pas une histoire d'imprimatur. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Ça va être de très beaux livres. J'en suis très fier. C'était un effort colossal, j'avoue, surtout pour les deux. Désir sexuel, peut-être. Ouais. Mais oui, mais vraiment, voilà, ça sera vraiment des livres dont je serai encore fier dans quelques années. Sinon, jusqu'à la fin de ma vie. Vraiment, Scruton a vraiment fait un excellent travail, j'insiste, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé. On n'a pas assez parlé de l'utilité de ces livres que nous finissons à présent. Mais en fait, Scruton est un libéral conservateur, peut-être plus conservateur libéral que libéral conservateur. Il est en plein, en fait, à vrai dire, dans la cible des idées que nous voulons approfondir et qui nous animent. Et pour nos auditeurs français, je pense que, c'était quelqu'un d'extraordinaire parce que par l'étendue de ses connaissances philosophiques, par la finesse de son analyse, par la curiosité insatiable qu'il a animée, parce qu'il a commencé comme philosophe de l'art pour s'occuper ensuite de la philosophie politique, pour s'occuper donc de la philosophie morale, la philosophie sexuelle. Le désir sexuel, c'est quand même un livre qui est en fait multifacette. C'est un livre extraordinaire à plus d'un titre, parce que en fait, c'est véritablement la réponse à Foucault. Foucault a écrit une trilogie qui s'appelle l'histoire de la sexualité, qui part de la prémisse qu'en quelque sorte le fait de se poser des questions morales en lien avec le comportement sexuel serait un truc situé historiquement, que ce serait pas une caractéristique de la nature humaine de se poser des questions morales en lien avec la sexualité. C'est que ce serait contingent, c'est dans certaines sociétés qu'on se pose ces questions, sinon les hommes pourraient rester des hommes et ne pas se poser des questions morales en lien avec leur pratique sexuelle. Et Scruton montre, parmi d'autres choses, à quel point Foucault se trompe, et que si le mot homme, personne humaine a un sens, il est implicite au fait d'être une personne humaine, de se poser des questions de moralité liées à la sexualité. Et
bon, je vais vous donner un argument extrêmement simple. C'est l'argument de la profanation du corps humain, c'est-à-dire du viol. À savoir que si nous ne mettions pas des personnes humaines, eh bien le viol ne serait pas un crime aussi grave, en fait, d'accord. Est-ce qu'il n'est pas dans la nature, par exemple? Enfin, je veux dire, on n'a jamais dit que des girafes faisaient des agressions sexuelles sur d'autres girafes, en fait. Voilà. C'est ça, exactement. C'est la... Bon, donc voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir, on aura l'occasion sûrement de revenir sur ces livres une fois qu'ils seront sortis, une fois que vous les aurez dans les mains, donc on en reparlera. Ils rentreront à notre catalogue. Mais voilà, là, ils sont prêts. Toi, tu as des nouvelles, mon cher Moss, à annoncer? Alors, je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, j'aurai eu le temps de sortir une nouvelle vidéo. Non, enfin, de mon côté, c'est surtout que je vois que on est en train de continuer à avancer, et on a un nouveau projet qui est le livre de Thomas Sowell, un deuxième livre qu'on va rajouter à notre catalogue, et qui va compléter un petit peu le premier, et peut-être approfondir. Il me semble qu'il est plus dense peut-être que le premier qu'on avait traduit, qui était son dernier livre. Là on est sur un livre qui est un peu plus ancien, et il me semble... C'est l'avant-dernier. Ouais, c'est ça, un peu plus complet. On les prend à l'envers. Ouais. Tu veux l'expliquer peut-être un petit peu ce qu'il y a dans ce livre-là en particulier Alors c'est la version complémentaire d'Illusion de la justice sociale que nous avons sorti en début d'année. Et donc là, le nouveau titre s'appelle Discrimination et disparité. Alors il est sorti initialement en 2018, et il y a eu une nouvelle édition augmentée en 2019. Alors bien sûr que nous avons acquis les droits de l'édition augmentée, puisque donc voilà, et ce livre on reprend les idées fondamentales de Sowell et ses études, d'accord, ses études empiriques qui soutiennent ces idées, parce que chez Sowell, nous avons toujours deux versants. Il y a l'historien, statisticien, économiste, et le philosophe, c'est-à-dire qu'il y a toujours d'abord une compréhension du problème posé en termes philosophiques, et puis il y a tout un travail de terrain pour étayer cette idée. Ce ne sont pas simplement des démonstrations en l'air, d'accord. Ce sont des thèses, et puis des faits à l'appui, d'accord. C'est quand même comme ça qu'il procède. Donc, comme il n'arrête pas de le dire, vous avez droit à vos propres opinions, mais vous n'avez pas le droit à vos propres faits. Et donc il met au centre les faits, et il dit voilà, de ces faits on peut conclure à telle idée, à telle observation, mais et si ça c'est véritablement sa méthode, c'est vraiment une méthode aussi qui est toujours falsifiable, d'accord. C'est très important de le situer dans un courant de pensée, c'est-à-dire dans un courant de pensée scientifique. À partir du moment où quelqu'un vous montre sur quel fait il se base, il prête justement le flanc à la critique d'une façon honnête, parce qu'il vous dit voilà les observations à partir desquelles j'arrive à mes conclusions. Si vous avez arrivé à d'autres conclusions, expliquez-moi comment vous faites à partir de ces mêmes faits, ou bien est-ce que vous avez d'autres faits à me soumettre pour que l'on puisse bâtir une autre théorie, d'accord ? Donc ça c'est pour la méthode. Ça c'est la méthode de Sowell depuis toujours en quelque sorte. C'est pour ça qu'il est si agréable à lire d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on en apprend beaucoup sur le fonctionnement de non seulement la société américaine, mais de toutes les sociétés, parce qu'il est même allé voir plein de politiques sociales et autres dans différents pays, notamment en Asie. Et le thème du livre, c'est pas pour rien que nous l'avons choisi. C'est pas seulement pour la beauté de remonter en arrière à la carrière de Sowell, c'est parce que
c'est le thème qui taraude énormément de personnes et à mon avis empoisonne la vie de beaucoup de personnes. On va dire très très vite le thème woke, c'est-à-dire que, ah mon Dieu, s'il n'y a pas d'égalité de résultats, cela veut dire que donc il y a des discriminations, il y a des choses horribles causées souvent par des dominants, par des élites, par des capitalistes, par des gens mus par des intentions mauvaises qui ont fait que l'égalité naturelle aurait été faussée par ces mauvaises intentions. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle donc les disparités. Qu'est-ce que c'est qu'une disparité? Normalement, là, il ne devrait pas y avoir trop d'obscurité quant à ce mot. Peut-être que illusion de la justice sociale, ça méritait d'être un peu plus approfondi. Mais ici, disparité, c'est très simple. Les choses ne sont pas égales, d'accord? Donc le titre le dit bien, discrimination et disparité, c'est est-ce que les inégalités que l'on constate, les différences que l'on constate dans la réalité proviennent d'une ou plusieurs discriminations, comme le soutiennent souvent les groupes de gauche ou les gens qui sont tout simplement fainéants en ce qui concerne l'analyse économique et historique. Et ça c'est l'objectif de ce livre. Donc il apporte une bouffée d'air dans l'analyse sociopolitique qui concerne ces problèmes-là, et des arguments à ceux qui veulent s'opposer à tout le rouleau compresseur gauchiste qui crie toujours à la discrimination dès qu'il constate une quelconque inégalité. Oui, c'est un peu le même thème, moi, qui m'avait poussé à m'intéresser à l'écart salarial, si tu te rappelles, il y a déjà un paquet d'années. La préhistoire, ça. C'est la préhistoire. Mais cette idée que, quelque part, en fait, si tu mesures un écart entre le salaire moyen d'une infirmière, d'une secrétaire, d'une commerciale et d'une assistante de direction, et d'un côté et de l'autre côté, d'un plombier, d'un mécanicien et d'un routier, ça prouve qu'il y a une injustice profonde, etc. C'est quelque part le présupposé, et ça, là pour le coup ça c'est vraiment un biais psychologique qui a été renforcé, il me semble, par le système éducatif français, qui penche quand même légèrement à gauche. C'est cette idée que tout ce qui n'est pas parfaitement égal, 50-50 à la fin, provient nécessairement d'une opération de discrimination, d'une injustice qui a été créée par l'homme, et en gros que la société, si elle était bien faite, elle devrait aboutir partout à des 50-50. Et ça c'est vraiment une logique qui trouve ses limites très très vite, mais en France elle fonctionne toujours, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à admettre que certaines inégalités puissent être naturelles, par exemple. Ça c'est vraiment le tabou absolu. Si je devais le résumer en une phrase, ça serait ça, dire il peut y avoir des choses qui sont naturellement comme ça, en fait. Et donc c'est là où même une partie j'anticipe peut-être certains des retours des gens, mais à force de dire, ou de discuter de ce genre de choses, je commence à connaître un petit peu la gymnastique mentale qui est associée. Typiquement, à ce moment-là, en général, il est de bon ton de dire « Ah mais oui, mais l'appel à la nature est un sophisme. Donc, si tu dis qu'il peut y avoir des choses qui sont naturelles, c'est qu'en fait, tu essayes de justifier des positions de pouvoir, de dominance, de privilèges, etc., par la nature. » Voilà. Bon. Oui, peut-être qu'on peut donner une version faible de ce temps d'appel à la nature. Il y a une version forte, effectivement, qui tend à considérer qu'on naturalise des choses qui sont créées. Toutefois, il y a une version faible. Scientifiquement, je pense que si on considère que la méthode scientifique, c'est d'observer, on observe bien, on va dire des choses relativement naturelles, d'accord. C'est-à-dire quand même, il doit y avoir une certaine stabilité des objets, pour parler philosophiquement comme ça. Un objet qui n'aurait pas comme caractéristique d'être stable, ne serait pas vraiment un objet, d'accord. Ce serait un flux de quelque chose. Et donc, ça c'est
si on veut sauvegarder l'observation, il faut bien qu'on observe quelque chose. C'est-à-dire, vous pouvez appeler ça de la nature, des faits ou comme vous voudrez, mais en tout cas, il y a sinon, il n'y a pas d'observation, d'accord? Sinon, vous êtes en train de regarder un flux dans lequel vous ne pouvez rien distinguer et donc vous ne regardez rien à la fin. Parce que s'il n'y a pas d'étude de quelque chose de stable, si l'objet d'étude n'est pas stable, ben, il n'y a pas d'étude. Donc, si on dit qu'il n'y a pas de nature, c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on peut considérer qu'une certaine branche fanatique du wokisme, pour dire comme ça, elle va même détruire la science tout court, justement, puisqu'il n'y a pas d'objet à observer, en fait. Il n'y a pas de nature à observer, donc il n'y a pas de science possible. S'il n'y a pas d'objet à observer, il n'y a pas de science possible. Oui, non, et puis en fait, même quelque part, regarde, elle détruit même l'idée d'une nature, tu vois, c'est-à-dire que tu t'autodétermines sur ton identité, tu t'autodétermines sur ton genre, même sur ton âge, enfin un peu tout en fait. Tu vois, et c'est là où c'est comme s'il n'existait pas de critères pour vérifier les choses. Tu te rappelles que le long débat qu'on avait eu avec un zététicien du nom d'Asserment Dax, justement sur cette notion du critère qui avait disparu, c'est-à-dire que en gros il fallait qu'on croie tout le monde sur parole et la parole se substituait à des observations concrètes. En fait c'est vraiment une pensée délirante, quoi. Bon. Oui, alors très intéressant, là je reviens à Scruton et à l'intérêt du désir sexuel, parce que j'ai trouvé dans ce livre, et nos lecteurs pourront trouver dans ces livres en fait une très très bonne mise à plat des problèmes d'identité de genre, d'identité sexuelle et de choix de détermination de ces choses-là, en fait. C'est très intéressant comment Scruton va déployer tout ça, et je me permets là d'en parler parce que ça c'est véritablement un des passages qui m'a le plus frappé dans le livre par son actualité et aussi par son aspect prémonitoire, parce qu'il a écrit tout cela en 1986 au début, la première édition du livre que nous venons de traduire, et c'est très intéressant ce que Scruton va dire par rapport à ces questions de sexe, genre et personne, d'accord? En fait, il reconstruit le féminisme, il parle du féminisme, mais ça vaut pour tout le mouvement qui sera développé par la suite, c'est-à-dire le mouvement LGBTQ, etc. Enfin, tout ce mouvement qui va aboutir à ce que tu viens de dire, à savoir à une sorte de capacité totalement démiurgique de l'individu de définir son genre, d'accord? Et puis tu as cette apparition totalement absurde d'une centaine de genres, etc. Et tu en as tous les jours qui apparaissent. Bon, comment cela est-il possible que cela surgisse, en fait? Et il dit ça part d'un problème philosophique, en fait. C'est très... Scruton le dit d'une façon, je trouve, il y a un peu d'humour anglais là-dedans, je trouve. Il appelle ça en quelque sorte un kantisme devenu fou. Alors, pour rester avec moi, qu'est-ce qu'il veut dire par là? De reconnaître... Alors, quand entendu Kant, là, ils sont partis. Non, mais ça va être... je trouvais ça très, très drôle. C'est-à-dire, il dit, en fait, l'homme a bien sûr une identité sexuelle, corporelle. Il existe des identités de genre, c'est vrai aussi. Et il existe aussi ce qu'on peut appeler la personne humaine. Il dit... Ce que Scruton dit, c'est que les féministes, et on peut dire tous les groupements, les LGBTQ, etc., qu'est-ce qu'ils souhaitent dire? Ils souhaitent dire que le fait d'être une personne serait quelque chose, justement, serait la vérité naturelle propre de l'homme, et que tout le reste, c'est-à-dire le genre et le sexe, serait contingent, d'accord? C'est-à-dire que la vérité naturelle de chacun d'entre nous, homme, femme, bi, ce que vous voudrez, asexuel, tout ce qu'on voudra, la vérité
qui nous caractériserait tous, ça serait celle que nous serions tous comme des sujets transcendantaux, comme disait Kant, c'est-à-dire des personnes humaines avant toute chose. Et la personne, vous voyez très bien, quand on parle d'une personne, souvent d'ailleurs en français, ça neutralise tout le reste, le sexe, le corps. On parle de personnes, c'est les personnes, c'est une façon de dire, de faire abstraction de toutes les autres caractéristiques qui seraient plus ou moins contingentes, construites, etc. Et là où Scruton est génial, je trouve, c'est qu'il dit nous sommes possiblement des personnes, parce que ça c'est pas du tout très clair que ce soit philosophiquement possible de vivre et d'agir comme une personne tout le temps. C'est-à-dire, ça veut dire d'être tout le temps en train d'assumer, d'être totalement responsable de ce qu'on fait. Et il dit ça c'est un horizon. La personne humaine n'est pas du tout quelque chose de naturel. Nous ne sommes pas des personnes. On tend à l'être, on essaye d'être des sujets responsables de nos actes passés et futurs, des sujets qui faisons des promesses, des sujets qui essayons d'avoir des regrets pour nos mauvaises actions, c'est-à-dire des sujets, en fait, à vrai dire, qui se conçoivent comme ayant existé aussi bien il y a 10 ans et qui existeront, on va dire, dans au moins quelques années quand ils auront à accomplir telle promesse qu'ils ont contractée aujourd'hui. Donc ça, c'est être une personne, d'accord ? Mais ce n'est pas c'est une tentative de l'être. C'est-à-dire ce que Scruton dit d'une façon extrêmement intéressante, c'est que la personne elle-même est une construction sociale. Ce n'est pas un fondement naturel des autres constructions. Ce n'est pas un fondement naturel de la construction de genre et de la construction sexuelle. Non. Ce qui est réel et constatable et scientifique et ce que tout le monde peut voir, c'est que l'humanité est bien partagée entre deux sexes. Ça, c'est quelque chose de scientifiquement vrai. Et ensuite, certes, le genre peut être construit, c'est-à-dire la façon dont les sexes se rapportent l'un à l'autre. En fait, ça, c'est vrai, c'est une construction. D'ailleurs, elle est faite exprès pour maintenir le désir sexuel. Ce que Scruton explique très bien, que le fait que les femmes s'habillent de telle façon, les hommes s'habillent de telle façon, tout ça était véritablement, et peut l'être toujours, un certain type de théâtre pour signifier que nous appartenons à tel genre, mais afin de maintenir et entretenir une certaine tension sexuelle, enfin désirante même, on va dire. C'est pour ça que le genre et ça Scruton explique très bien que le genre existe parce que nous ne sommes pas des animaux, justement. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas tout simplement en train de copuler au hasard, etc. Nous avons un rapport de personne à personne dans les actes de chair, et à partir de là, nous avons un genre, d'accord ? C'est-à-dire que nous avons... Et qui est construit, hein, mais il n'y a que deux genres, d'accord ? C'est construit sur la base d'une sexualité implicite, qui est derrière, bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas le construire n'importe comment, c'est ça qui est très intéressant. Vous ne construisez... Et parce que la personne humaine, qui est l'horizon de tout cela, est aussi une construction. C'est là où il veut dire... Enfin, elle n'est pas un point de départ des autres constructions. C'est ça qui est c'est l'argument, à mon avis, qui est très très fort et qui mériterait d'être repris dans les débats autour des identités de genre et tout ça. C'est l'impensé de toutes ces choses-là, c'est de croire que la personne est un truc naturel. Non. Les gens, vous pouvez avoir un exemple très simple. Là, on est en plein dans le procès vient de s'ouvrir de la petite Lola, de cette histoire sordide, vraiment terrifiante, de cette petite fille qui a été torturée puis assassinée par quelqu'un et qui, en se comportant de cette façon-là, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une personne, justement ? C'est tout. Pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire que la personne n'est pas un donné, justement, naturel, on le voit dans les crimes, en fait. C'est ça, le plus simple. D'accord ? Quelqu'un qui se comporte comme l'assassin de la petite Lola, est-ce que c'est quelqu'un qui est arrivé à se maintenir au niveau de la personne, justement. C'est-à-dire d'un sujet responsable qui traite les autres avec respect, etc.
pour vous faire saisir ce que ça veut dire que la personne est construction et un horizon, bah c'est ça ce que ça veut dire, d'accord. Ou on peut dire moi je sais pas un violeur. En fait, il y a des degrés de cette personne aussi. Enfin, je veux pas rentrer dans des subtilités tout de suite, mais typiquement, peut-être que quand tu crèves de faim parce que ça fait 2 jours que t'as pas mangé, t'es un peu moins une personne que quand tu es dans des bonnes dispositions et que tu as passé une bonne nuit et que tu peux réfléchir philosophiquement sur plein de choses en fait. Ah oui, bien sûr, non, mais il y a différentes circonstances objectives qui te tiraillent dans différentes directions. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est absolu. Enfin, et c'est là où Scruton rejoint une grande tradition de pensée, c'est de dire que la civilisation, justement, est quelque chose de construit et n'est pas quelque chose de donné. C'est quelque chose qui se maintient artificiellement. Parce que la personne est quelque chose d'artificiel et que les personnes sont construites, c'est-à-dire elles doivent être éduquées. On doit éduquer certaines attitudes, on doit les maintenir dans la longue durée. Et que être respectable, être une personne respectable, justement, n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, c'est quelque chose qui est une tâche qui doit être reprise chaque matin en se levant, mais c'est pas du tout un naturel, c'est pas quelque chose. Et le féminisme en particulier, mais d'autres courants dans notre société, se comportent comme si c'était un donné, justement. D'accord. Comme si c'était pas une tâche, en fait. Et c'est pour ça que on a ces folies de autoconstruction derrière, parce que comme le donné n'est plus le corps, d'accord, c'est là où il y a le renversement. Le donné, normalement, pour l'être humain, non, c'est le corps. D'accord, nous sommes sexués, nous sommes un corps particulier, point. Ensuite, grâce à notre liberté et à notre vie culturelle, on peut construire un genre, on peut s'habiller de telle façon, on peut se raffiner d'une telle manière, on peut développer telle capacité, telle attitude de séduction ou telle attitude. Bon, ça, c'est tout ce qui est développé, certains marqueurs de genre. C'est bel et bien construit, d'accord. Et c'est pas parce que c'est construit, d'ailleurs, qu'il faudrait que ça soit déconstruit. On n'a jamais compris. Enfin, cette conclusion de certains mouvements féministes, entre autres, que parce que c'est construit, que c'est contingent et négligeable, ben non. Enfin, au contraire, parce que c'est construit, ça veut dire que c'est fragile, ça veut dire qu'il faut le garder, parce que c'est ça. Ça peut parfaitement, tout simplement, ça peut parfaitement ne pas être construit. Et d'ailleurs, on le voit avec la disparition de l'amour et la disparition des manières chez les jeunes gens. Moi, ce qui m'effare, c'est des jeunes femmes qui peuvent dire « je m'en bats les couilles », par exemple, bon, pour donner une expression. C'est des choses ça leur semble très naturel de jurer comme un camionneur, en fait. Et à quel point, en fait, elles ne voient pas ça comme justement un problème de perte de leur genre, justement, c'est-à-dire de perte d'une construction sociale qui les rendait attirables en tant que jeunes femmes, justement. C'est ça qui... Donc, voilà, ce n'est pas parce que c'est construit, ce n'est pas parce que c'est construit que c'est négligeable. Au contraire, c'est toute la tâche de la civilisation de maintenir les constructions, parce que sinon on va avoir des problèmes. Et la construction ultime, c'est celle de la personne responsable. Ce n'est pas la personne n'est pas un fondement, en fait. C'est ça qui est l'analyse de Scruton est très intéressante à ce titre. Et ça recouvre aussi tous les débats que nous sommes en train d'avoir sur les criminels, sur les choses atroces, etc. Est-ce que quelqu'un qui est-ce que le violeur de Philippines était une personne, ou l'est toujours? Est-ce que quelqu'un, après avoir fait certains actes, peut toujours être considéré comme étant une personne? On revient sur la thématique du pardon de la dernière fois, on l'approfondit un petit peu. C'est cette histoire à partir du moment où tu accomplis des péchés capitaux, pour le dire en termes très classiques, est-ce que cela ne montrerait pas que tu as déchu que tu n'as pas réussi à accomplir ton statut de personne, en fait? Est-ce que tu n'as pas réussi à te maintenir à un niveau de personne? Donc,
Je ne veux pas tirer cette discussion dans une direction que tu ne voudrais pas, mon cher Rado, mais il me semble quand même que toute cette réflexion sur la personne et ses contingences matérielles nous rapproche d'un débat qu'on a un tout petit peu abordé sous des facettes un peu différentes, qui est celui du fameux matérialisme des marxistes. À savoir l'idée que en fait nos positions sur plein de sujets sont dictées par notre estomac, par notre statut socio-économique, pour le dire de manière compliquée, mais en gros pour être encore plus trivial, par notre expérience de la réalité dans la société. Est-ce que justement en fait ces matérialistes marxistes ne sont pas en train, à leur manière, de massacrer le concept même de personne? Comment tu vois toi? Moi, je pense qu'ils jouent sur les deux tableaux, d'accord. On en a parlé lors de ce qu'on avait analysé, l'histoire de la Zawa Prod et des agissements de Dany, je crois. C'est-à-dire... Ouais, exactement. C'est-à-dire que moi, je pense qu'ils jouent sur les deux tableaux. Parce que, voilà, prenons le cas des agressions sexuelles, d'accord. Parce que c'est là où, d'ailleurs, Scruton a tout un chapitre sur les perversions sexuelles et sur la profanation du corps, etc. Toute cette idée de profanation, de souillure du corps, c'est-à-dire, enfin, voilà, toute cette idée que le fait d'être violé est beaucoup plus grave que le fait de se faire cracher dessus, voilà, pour dire très simplement, pour prendre une analogie, que c'est pas un truc, voilà, anodin, que c'est pas une histoire de, je sais pas moi, un liquide étranger est rentré en toi, bon, certes avec un peu en forçant un peu, mais c'est quelque chose, voilà, bon, à la fin, tu te laves et ça devrait passer, tu vois. Si ça, c'est pas la bonne description, si ça, c'était pas une description adéquate d'un viol, ça veut dire qu'il y a une dimension justement sacrée de cet individu, de cette femme qui a été violée, justement, c'est bien ce qui a été souillé, qui a été profané, voilà. Et c'est pour ça que le viol est horrible, d'accord. Si les matérialistes étaient cohérents jusqu'au bout, ils ne pourraient pas considérer les agressions sexuelles, notamment, comme horribles et profanatrices, d'accord. C'est là où ils restent, en fait, finalement, quand même dans l'humanité. Et Dieu merci qu'ils restent quelque part toujours dans l'humanité, c'est-à-dire qu'ils conçoivent qu'un viol, c'est quand même plus grave que de se faire cracher dessus, d'accord. C'est ça. Donc ils restent dans l'humanité avec une certaine conception de la sacralité du corps humain, et implicitement, s'il y a une sacralité, il y a une possibilité de profanation. Donc, heureusement que ces gauchistes, même dans leur délire matérialiste, restent... Et s'agissant de la propagande politique, pour rappeler un titre de bouquin, est-ce que les foules ont le droit de se faire, violer par la propagande politique? Ou est-ce que les violeurs politiques ont le droit de s'occuper des foules de cette manière-là? Bon, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais bref, oui, on laissera de côté. C'est plus très fait dans ma tête, à vrai dire, Tchakotine. Moi, je me souviens qu'il avait essayé de parler des masses et de leur aspect absolument primitif. Et ça, c'est un truc effectivement qu'on avait constaté, c'est que la masse n'est pas une personne, justement. La masse est un sorte de corps qui se comporte, qui réagit à des stimuli extrêmement primaires. Mais en tout cas, pour revenir sur ta question, oui, je pense que les gauchistes, et Dieu merci finalement, qui ne sont pas jusqu'au bout matérialistes, conçoivent très bien qu'il existe quelque chose comme une profanation, à vrai dire. Voilà, cette idée de profanation n'est pas du tout raccord avec leur matérialisme. C'est ça. S'ils étaient matérialistes jusqu'au bout, ils ne pourraient pas parler de ça. Donc, ils ne devraient pas s'indigner spécialement des agressions sexuelles, de tout ça en fait, c'est ça. Si il ou elle, enfin peu importe, s'indigne de tout ça, c'est bien parce qu'en fin de compte, en dessous, mais d'une façon non pensée, il y a une conception un peu plus sacrée du corps et de la personne humaine en fait. Donc voilà,
ça c'est pour dire sur beaucoup, enfin c'est pas les seules personnes qui sont incohérentes dans leur philosophie. Quand tu essayes de creuser et que tu vois qu'en fin de compte, quand certaines attitudes dépendent de certains principes qui sont incompatibles avec d'autres attitudes qui s'appuient sur d'autres principes. En fait. Et quand tu essayes de discuter avec eux, bah tu vois que attends, t'as ces principes. Et là en fait tu progresses un petit peu. Mais si voilà, c'est ça. Et effectivement ça pourrait être un bon moyen d'ouvrir l'esprit peut-être des matérialistes et de leur expliquer, en fait, non, si tu considères que les agressions sexuelles sont véritablement horribles, est-ce que ça n'impliquerait pas que tu as une autre vision que celle que tu crois avoir de l'humanité, en fait? Voilà. Bon, je crois qu'on est beaucoup trop haut là par rapport à la cible parce que non mais enfin alors pour les gens qui ont peut-être pas trop suivi en fait j'ai du mal à me rendre compte si les gens qui suivent Carmin sont les mêmes gens qui suivent ma chaîne, s'ils suivent toutes les vidéos, s'ils se pointent une fois tous les 36 du mois et c'est très bien hein, rester dans tous les cas, franchement ça nous fait plaisir quoi qu'il arrive. Mais donc j'ai eu une petite altercation numérique comme beaucoup de gens les apprécient visiblement sur le sujet de la science et je pense qu'au moment où on sort ce podcast là, du coup la deuxième réponse de ma part sera sortie ou si elle l'est pas elle va sortir incessamment sous peu, mais je pense qu'elle sera déjà sortie. Et en fait bon, donc pour reprendre un petit peu, c'est à la base c'est nos chers collègues de la PADU Team qui ont décidé de faire une vidéo pour réhabiliter les sciences sociales, un petit peu au détriment des sciences qu'on appellerait dures dans le langage populaire et que eux appellent sciences naturelles. Je pense qu'en fait la première partie de ma vidéo c'est vraiment beaucoup centré sur la partie justement sciences dures parce que moi j'ai aucun problème à dire que j'ai s'il y a une branche de la science que je connais vraiment jusqu'au bout dans sa dimension académique et tout ça, c'est celle-là. Donc évidemment que j'allais pas laisser passer des accusations aussi énormes sur la science, que ce soit la physique, que ce soit les maths, que ce soit la biologie, sans faire une réponse, parce que je trouve que c'était totalement mérité. Et donc dans la deuxième partie de la réponse, celle qui a dû sortir il y a peut-être quelques jours, eh bien je me suis intéressé avec toi Radou, parce qu'on a écrit ce script-là à deux mains, puisque toi tu connais plutôt ce côté sciences sociales, à cette deuxième partie en fait que j'avais laissé de côté dans un premier temps, à savoir justement le côté sciences sociales qui a été quelque part réinventé par nos collègues de la PADU Team comme étant en fait 12 déclinaisons de marxisme. Du marxisme théorique, du marxisme appliqué, de l'étude des exploitations, de l'étude des dominations, enfin voilà, pour eux les sciences sociales en gros ça a l'air d'être assez nettement une sous-catégorie du marxisme qui permet de justifier et d'habiller d'un petit vernis académique toutes les idées et les théories marxistes. Comment tu as perçu toi cette science sociale? On va pas refaire la vidéo qui est sortie, mais peut-être on peut quand même en dire un mot. On peut dire que le livre donc, de Sowell, donc, pour lequel nous lançons la campagne à la fin de la publication de ce podcast, voilà, soyez dans les starting blocks, le livre de Sowell, on lance la campagne maintenant, on lance la campagne aujourd'hui, et répond à ces... Enfin, c'est un livre de sciences sociales, mais c'est un livre de sciences sociales non marxiste, d'accord ? C'est un livre qui étudie des évolutions sociales et qui présente d'autres conclusions à partir des faits observés, en fait, et ne biaise pas ces conclusions en partant de l'idée que toute inégalité est forcément une injustice, d'accord ? Parce que c'est ça, hein, tout le truc, en fait. Tout le truc, c'est s'il n'y a pas d'égalité de résultats,
on est en présence d'une injustice. Ça, c'est les sciences sociales, on va dire, gauchistes. Et c'est pour ça que la plupart des gens détestent, à vrai dire, ces sciences sociales, sauf quand elles y trouvent un intérêt à utiliser ce genre de discours plein de ressentiment pour obtenir des avantages indus, d'accord. Mais en fait, la plupart des gens corrects et honnêtes savent très bien qu'il existe des inégalités justes, point. Et donc... et se prennent pas la tête, tiens, il n'y a pas d'égalité de résultats. Bah si, après, c'est une sorte de bon sens. Il y a des inégalités naturelles, il y a des inégalités d'aptitude, il y a des inégalités de travail, il y a des gens qui bossent pas, il y a des fainéants, il y a des accidents, il y a des impondérables, il y a de la chance, il y a plein de trucs qui expliquent que les résultats à la fin sont pas égaux. Et même pas, qu'est-ce que ça voulait dire d'ailleurs à la fin, parce que la société n'arrête pas de bouger, de se transformer. Tu peux parfaitement être à un moment donné sur le sommet de la vague, et puis le lendemain tu ne l'es plus. D'ailleurs ça c'était un des thèmes qu'avait bien exploré Sowell dans le premier livre que nous avons fait, à savoir que les fameux 1% qui tiennent la société américaine, c'est pas les mêmes. D'une année sur l'autre, c'est pas du tout les mêmes, les 1% en fait. Donc ce qui veut dire qu'il y a un vrai brassage social, en fait, contrairement à ce que prétendent les gauchistes, pour dire vite. Donc voilà, ça c'est le livre que nous allons sortir avant Noël, pour lequel nous lançons la campagne aujourd'hui, vient apporter un petit peu de l'eau au moulin de ceux qui veulent contredire les marxistes sur la base des faits, d'accord. Parce qu'en fait, il y a cette... en France, on est vraiment malheureusement enfermé dans des conceptions très datées, en fait, pour des raisons, là pour le coup, vraiment historico-politiques. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle a laissé l'éducation aux communistes, littéralement, d'accord, c'est ça ce qui s'est passé. Et puis, voilà, depuis 70 ans, en fait, la France, les Français n'ont pas été exposés à certaines idées, justement, que tout le monde considère comme atroces parce qu'elles seraient libérales, justement, mais c'est pour des raisons de mainmise passagère, en fait, sur l'appareil éducatif, en fait, tout simplement. Donc, en fait, c'est un pur... c'est un pur effet de distorsion de la vision du monde à cause d'un pouvoir arbitraire, en fait, d'accord, qui se donne pour la vérité. C'est ça ce qui se passe, en fait, en France. La France est parmi les derniers pays gauchistes, à mon avis, au monde, à cause de cette particularité et que tout le monde nous envie, comme on dit, d'accord. Bref, c'est ça ce qui se passe, en fait, d'accord. Et bon, je ne vais pas refaire la vidéo que nous avons écrite, mais il y a notamment beaucoup de conceptions économiques, justement, qui n'ont pas pénétré la conscience du grand public, en fait. C'est ça ce qui se passe. Et il y a beaucoup de choses qui sont, en fait, très connues dans le monde, en dehors de la France, pour dire très vite. Et c'est celle que nous essayons d'apporter grâce au livre de Sowell en particulier, d'accord. Et principalement, dans toutes ces conceptions, ce qu'on pourrait appeler libérales, celles qui s'appuient sur la liberté, c'est-à-dire celles qui expliquent que la liberté de l'individu, non seulement est une valeur, mais une valeur à défendre, et une construction sociale à défendre, parce qu'elle pourrait être détruite très, très facilement. Et la liberté de l'individu, c'est aussi la liberté d'entreprendre, la liberté de posséder, la liberté de créer de la richesse et de ne pas être entravé par toute une bureaucratie pléthorique ou par des groupements militants qui t'expliquent à chaque fois que parce que si tu as un accomplissement, c'est parce que tu as quelque part un privilège indu, d'accord. Ça, c'est une phrase de Sowell que j'aime beaucoup et qui résume pas mal de choses. C'est dit... il y a, grosso modo, le basculement, on pourrait dire woke, pour dire très vite. Je renvoie les gens à ce qu'on veut dire par là. Je renvoie les gens à la fameuse vidéo de Sanglier Sympa sur Evergreen, en fait. Pour comprendre pourquoi, en fait, un certain nombre d'Américains de bon sens se sont dit il faut qu'on mette fin à ces bêtises, en fait, d'accord. Parce que c'est allé très, 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 très loin, d'accord. Dans cet aspect de... En fait, il n'y a pas d'accomplissement personnel, il n'y a que des privilèges. C'est-à-dire quand vous voyez une pauvre prof de maths qui t'explique qu'elle, en fait, elle a un privilège d'être intelligente et d'être devenue prof de maths,
là, on se dit qu'on a un problème. On se dit, punaise, attends, elle est là. C'est un accomplissement personnel et elle doit publiquement prétendre que c'est un privilège. C'est-à-dire que là, il y a eu toute une OPA sur les mots, toute une redéfinition de la réalité de façon provisoire qui est absolument atroce, qui rappelle d'ailleurs les heures sombres du stalinisme, justement, où on a opéré les mêmes choses, c'est-à-dire, et notamment la révolution culturelle chinoise qu'on ne connaît pas assez en France, parce que la France est encore justement sous influence maoïste, mais ces histoires dès que quelqu'un dépasse par ses talents, et justement parce que les talents sont distribués d'une façon inégalitaire, dès que quelqu'un dépasse, c'est forcément le signe d'un privilège indu, en fait. Et ça a donné plein de crimes. Voilà, ce qui se passe, à mon avis, c'est ça. Il y a une coupe. La France, il y a certaines idées qui n'ont pas pénétré en fait à la conscience publique. On essaye de les apporter pour que la France ne devienne pas les États-Unis, justement, dans cet aspect evergreen, et aussi pour que les gens comprennent pourquoi Trump, en particulier, pour dire ça, a été et est populaire, en fait. Parce que ça paraît toujours un truc absolument bizarre. Pourquoi est-ce que les conservateurs américains ont reçu un aussi grand soutien populaire? Parce que, en fait, toute une frange de la population s'est dit, mais nous, on ne veut pas d'Evergreen, point barre, en fait. C'est ça, je pense. C'est ça ce qui se passe, en fait. C'est pas du tout un mystère. C'est se dire, non, moi, je veux... Il existe un accomplissement personnel. Je peux essayer de monter... Je peux essayer d'espérer... Ça, c'est vraiment l'American Dream. Je peux essayer d'espérer de m'élever socialement à force d'efforts, de frugalité, d'astuces. Je peux essayer d'améliorer mon sort et cette possibilité-là existe, d'accord ? Et ça m'intéresse beaucoup plus que d'avoir une théorie sociale qui m'explique pourquoi je suis pauvre, en fait. D'ailleurs, tu le vois, hein, il y a beaucoup plus de gens qui vont... c'est statistiquement, quand tu regardes les vues des chaînes YouTube en France, t'as beaucoup plus de gens qui vont aller regarder des vidéos de Blast qui vont leur expliquer que c'est terrible, c'est parce que l'ascenseur social il est bloqué, qu'en fait ils sont bloqués dans telle ou telle situation, plutôt que de gens qui vont aller regarder des vidéos de comment créer un business, comment augmenter ses revenus, comment gérer peut-être un deuxième travail en plus de son travail principal, enfin des trucs comme ça. Et en fait c'est presque... D'ailleurs c'est marrant parce que les seuls contenus un peu sur ce sujet qui existent en France sont presque toujours des arnaques plus ou moins, parce que en fait c'est tellement pas dans la culture française que les seuls gars qui arrivent à percer un petit peu sont en fait les mecs qui te promettent de t'enrichir très très vite et de ne pas avoir à travailler. La question est vite répondue. Et tu vas gagner 15 000 euros par mois en faisant du copywriting avec ma formation et je sais pas quoi. Et en fait le drame c'est que justement aux États-Unis, quand tu regardes les chaînes américaines, je pense il y en a un paquet, mais je pense typiquement par exemple à une chaîne comme Upflip. C'est une chaîne où en fait les mecs vont voir des tas de gars qui sont partis de littéralement pas grand chose, voire rien du tout pour certains, qui ont monté un business. En fait, le gars il a commencé par ouvrir une friterie, puis il en a ouvert une deuxième parce que ça marchait bien, et puis ensuite il a découvert que tel topping il était le seul à le faire dans le quartier, et du coup il s'est lancé dans un business parallèle, il vend des flacons de sauce, et en fait le truc ça a pris, ça a marché, machin, et il en est à je sais pas, quelques millions de chiffre d'affaires par an, enfin voilà. Et ça, c'est le genre de chaîne que les Américains vont regarder. Nous, en France, on n'a quasiment rien d'équivalent. En fait, personne ne regarde ça. Je veux revenir sur un truc que tu as dit, et je trouve que tu as été un peu gentil. C'est que tu dis, oui, les idées, elles ne sont pas pénétrées. C'est pas que les idées ne sont pas pénétrées, c'est que les idées ne sont jamais arrivées jusqu'ici, en fait. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des mecs qui, de manière délibérée,
essaye de les bloquer à la frontière. En fait, il y a toute une opération, c'est presque on dirait une sorte de film d'horreur, tu sais, où tu as des zombies qui sont en train d'envahir je sais pas, une maison, un hôpital, n'importe, et tu as tout le monde qui est là en train de barricader la porte pour essayer de bloquer les zombies qui essaient de rentrer. C'est un peu la même chose en fait. Ah là là, il y a des idées qui viennent de l'extérieur, qui sont pas aussi gauchistes que les idées qu'on a en France, et tu as des types qui sont là à la frontière et qui font des barricades en disant non s'il vous plaît laissez les idées dehors, il faut pas qu'elles rentrent et tout, ça va nous contaminer. Et dans cet exemple là, ouais, les idées libérales. Oui, alors au passage, voilà. le mot libéral est utilisé en France. En fait, ce que les Français appellent libéral, les Américains considèrent que c'est juste centriste, normal, sans aucune saveur. Mais je vais donner un exemple précis parce qu'on est tombé dessus. Moi, je suis tombé dessus quand j'avais fait ma première réponse au pas du team. C'était le cas de Kolakowski. Kolakowski a écrit un espèce de gros pavé en 3 tomes sur les principaux courants du marxisme. L'échec Kolakowski pour les intimes. Oui, l'échec Kolakowski. En fait, les 2 premiers tomes qui sont... Alors, le premier, c'est un petit peu les fondateurs, les pères spirituels du marxisme, on pourrait dire. Et le deuxième, c'est ce qu'il a appelé l'âge d'or du communisme. Ces 2-là ont été traduits en français. Ils sont disponibles, vous pouvez les trouver. Ils sont disponibles aux éditions Fayard, si ma mémoire est bonne. Et le 3e tome, celui qui, en fait, justement, attrape en clé de bras tous les hérétiques qui se sont mis à raconter littéralement n'importe quoi sur la base des prémices marxistes, lui n'a jamais été traduit. Et dedans, il se trouve qu'au chapitre 9, il y a un certain Lucien Goldman qui sert de base philosophique et théorique à la patte ultime pour ses affabulations sur les sciences. Et moi je trouve ça fascinant. Alors j'ai un peu essayé de chercher. J'ai vu qu'il y avait eu une interview de Leszek Kolakowski dans les années 90, je crois, où il expliquait que en fait vraisemblablement c'était une censure de la part de Fayard, etc., mais qu'il n'arrivait pas à avoir la certitude de ça. Et moi je serais très curieux de savoir pourquoi ce livre est bloqué en fait, et pourquoi on peut pas le conseiller aux lecteurs de la patte du team, tu vois. Pourquoi est-ce que ces gens-là en fait et du coup la patte du team fait comme si ce livre n'existait pas, parce que il n'existe pas en français. Si je vais à la Fnac, je le trouverai pas dans les rayons, donc il n'existe pas. Même on en a parlé déjà dans la vidéo qui vient de sortir, c'est sur ta chaîne, la patte du team, ils sont bloqués en 1870, d'accord, c'est tout. Je dirais, avec en plus un véritable culte pour ce qu'ont fait les communistes en Union soviétique. Ça m'effare, ça. Je veux dire, ils ont un vrai amour pour Lénine, pour Staline. Donc, non, je veux dire, ils sont vraiment collecteurs. Hein, je dirais, là, ils sont tellement caricaturaux et je dirais, d'une façon très inquiétante, à tel point, en fait, déconnectés du doute philosophique. Se demander quand même, est-ce que quand même 60 millions de morts, si on prend la fourchette basse, 140 millions de morts, est-ce que quand même pas, est-ce que ça ne devrait pas nous soulever quelques questions sur la pertinence de la mise en pratique des idées communistes, quoi? Parce que ils ont beau dire le livre Nord du communisme, c'est quand même pas, bon, peu importe, si vous voulez pinailler sur des chiffres, il y en a peut-être la fourchette basse, c'est quand même 60 millions, d'accord? Non mais donc, même, bref, tu prends bon. Ne serait-ce que 1 ou 2 événements, ça devrait déjà poser des questions. En fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher. En fait, moi, les histoires de statistiques de mortalité, t'as pas 2 fois plus tort parce que t'es passé de 60 à 120 millions. En fait, ça n'a aucun sens. En fait, le simple fait de voir... moi, je reprends toujours l'exemple de Blokin, là, l'exécuteur de Staline, qui a tué 20 000 personnes de ses mains et qui a été récompensé pour ça. Moi, ça me suffit, en fait, tu vois. Genre, le simple fait que tu puisses être un tortionnaire dans un super régime comme ça et être récompensé pour ton activité qui a consisté à tuer des gens en moyenne toutes les 3 minutes pendant quelques mois, moi, ça me suffit, en fait.
Oui, d'accord, mais moi je suis plus intéressé par l'aspect macro, c'est-à-dire en fait d'un point de vue de la philosophie politique, que le totalitarisme en tant que catégorie de la philosophie politique est quand même un phénomène nouveau, d'accord. Bon, Lapad-Ultim, vraisemblablement, on n'a jamais lu Arendt ou s'intéresse pas à tout ça, ou Solzhenitsyn, etc. J'explique, en fait, la folie communiste du XXe siècle, c'est que Staline a exécuté les gens qui croyaient le plus dans le communisme. Il faut comprendre la différence entre une dictature et le totalitarisme stalinien. C'est que dans une dictature, grosso modo, tu fermes ta gueule, c'est bon, le régime te fout la paix, parce que il a juste intérêt à ce que les gens restent tranquilles et que la clique au pouvoir continue ses affaires comme d'habitude. Non, le stalinisme était dans une folie telle que même si tu étais parfaitement en fait content que Staline soit au pouvoir, non, Staline avait une liste, et si par malheur tu te trouvais sur la liste, le KGB venait et t'arrêtait en pleine nuit et tu disparaissais dans la nuit noire et obscure. Mais c'est ça la folie du totalitarisme, c'est-à-dire que le processus d'autodestruction ne peut jamais s'arrêter, et Arendt, elle l'explique très très bien, ce fonctionnement d'autodévoration du système, en fait, et c'est la caractéristique, c'est le critère, pour revenir, qui définit ce régime-là en particulier, et qui est nouveau, justement, parce que si vous voulez, les tyrans, les dictateurs, jusqu'à Staline, Lénine, à part peut-être à l'exception de Robespierre, qui a déjà commencé le truc un petit peu, à tuer des tas de gens qui n'étaient pas forcément les ennemis du régime, justement, mais avec ces histoires de loi du suspect, enfin, voilà, et tous les génocides faits dans la Révolution française, à vrai dire. Robespierre, il avait commencé un peu à le faire. Bon, les soviétiques ont réussi à le faire, en fait. Cet aspect autodévoration, c'est vraiment unique quand même, d'accord. Et ça devrait en tout cas, éveiller quelques doutes philosophiques chez la... Bon, il y en a pas, ça veut dire qu'il y a un cynisme total, à vrai dire, donc ça ne m'étonne pas, c'est juste ça. On ne refera pas la vidéo, mais en tout cas, vous irez écouter la vidéo qui est sortie sur ta chaîne Moss, sur la chaîne Moss Majorum. Bon, donc... oui, d'ailleurs, on en profite pour lancer un appel par rapport à ce que tu viens de dire sur l'échec Kolakowski. Donc, l'échec Kolakowski était un grand philosophe, un historien des idées et un historien du marxisme en particulier. Donc, comme le nom le laisse entendre, il était polonais. Et donc, il a sorti cette monumentale histoire du marxisme. Et comme tu l'as dit, le 3e tome est bloqué à la frontière. Et en effet... Il se trouve que nous avons une maison d'édition, et il se trouve que c'est peut-être envisageable de faire ce 3e tome. Bon, j'ai beau parler un certain nombre de langues, mon polonais il reste encore un peu bancal pour pouvoir traduire un opus de ce style-là. Donc, nous voulons exploiter quelqu'un qui voudra bien éventuellement traduire pour bien sûr une somme dérisoire par rapport aux profits colossaux que nous allons faire. Tu veux dire que la plus-value, elle sera pour nous, c'est ça? C'est ça, on fera une méga plus-value sur sa gueule, mais on cherche quelqu'un qui sciemment veut se faire exploiter afin de produire cet objet de luxe que sera le Leszek Kolakowski. Tiens, en parlant de projet de luxe, on a une petite nouveauté pour la nouvelle campagne qui démarre là de Sowell, à savoir que nous allons, à la suggestion d'un de nos fidèles tipeurs, nous allons sortir des versions de luxe des anciens titres que nous avons déjà fait, c'est-à-dire de L'homme du ressentiment, Orthodoxie Chesterton, les deux Dalrymple, le premier Sowell. Peut-être le Belloc, il est en train d'être fait, je ne suis pas sûr qu'on va le faire. Mais en tout cas, ces 5-là, c'est sûr. Ce sont des versions de luxe cartonnées, une nouvelle mise en page, bref, ce seront de très très beaux livres. Il y a une édition limitée, ils seront hors commerce, donc précipitez-vous pour les commander. Il n'y en aura pas pour tout le monde, comme on dit. On fait un test, on s'est dit, mais pourquoi pas, c'est vrai qu'on pourrait avoir on a commencé à faire des versions de luxe pour les Scruton, mais voilà,
à part des versions de luxe de Scruton, il y a aussi un rattrapage des versions de luxe des anciens titres. Voilà. Et ben voilà, on a pris bonne note. Voilà, peut-être qu'on peut s'acheminer tranquillement vers la fin de ce podcast. Je vois qu'on est à peu près déjà à 1 heure d'enregistrement. Est-ce que ok, on a beaucoup parlé de Scruton, on a parlé un petit peu de Sowell. Est-ce que tu vois une idée intéressante de Sowell qui permet de, quelque part, faire avancer les choses pour informer les Français sur l'existence d'idées qui seraient pas complètement marxistes en fait c'est justement pas tant les idées que l'effet qu'il présente. Parce que voilà, l'idée, en fait, elle est assez simple. C'est de dire il n'y a pas de lien causal rétroactif entre l'existence d'une disparité et l'existence d'une discrimination. D'accord ? Cette inférence-là n'est pas c'est pas une idée extrêmement compliquée, mais c'est une idée. Par contre, ce qui est extrêmement éclairant, c'est l'ensemble des faits qu'il déploie pour justifier. Et ça, c'est vraiment extrêmement parlant. Moi, je retiens toujours un exemple qui est frappant parce qu'il est très courant et tout le monde peut s'y retrouver là-dedans. Il parle de la discrimination à l'embauche, en fait, d'accord ? C'est-à-dire, son raisonnement, c'est le suivant. Ok, tel groupe tel groupe ethnique, en fait, va être moins employé que d'autres. On peut partir de ce constat-là. Tiens, tel genre se retrouve discriminé. On constate une différence dans la possibilité d'accéder à l'emploi de certain nombre de gens. Et alors, les gauchistes vont dire « c'est le résultat d'une discrimination. Les employeurs ne veulent pas embaucher ces personnes-là parce qu'ils sont racistes, etc. » Bon. Et alors, donc il y a tout ce raisonnement-là est battu en brèche par Sowell. On dit, écoutez, ça, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui se passe, c'est que les gens font des calculs, d'accord, de coûts. D'accord. Et moi, j'aime beaucoup cet exemple. C'est même presque ça qui m'a décidé de faire ce livre, parce que je trouvais que rien que pour cet exemple-là, ça valait le coup de le faire, ce livre. Il dit, en fait, non, un employeur, il fait un calcul. Il se dit, il donne l'exemple, je crois qu'il parle des Irlandais aux États-Unis. Si tu sais qu'il y a 40% d'alcooliques chez les Irlandais, peut-être il y a 60% de non-alcooliques, d'accord ? Donc en fait, une majorité de gens bien, d'accord ? Donc, mais il dit l'employeur qui sait que quand même il y a presque une chance sur 2 d'avoir un Irlandais, un employé qui ait des problèmes d'alcool si jamais il l'embauche, d'accord ? En fait, le problème c'est que ça va lui coûter assez cher de vérifier si son employé est alcoolique ou il n'est pas alcoolique, en fait, d'accord ? C'est le problème de la vérification du truc. C'est toujours une idée maîtresse chez Sowell. C'est très bien d'avoir telles intentions, c'est très bien de vouloir faire telle mesure, mais ça va coûter combien, en fait, d'accord ? Et à qui, surtout ? Qui va payer pour ça, d'accord ? Donc là, et il reprend cette même habitude de penser en disant, bon, écoutez, là, c'est bien gentil, vos histoires de discrimination, tout ça, mais en fait, l'employeur, il s'en fout du fait que l'Irlandais soit un Irlandais ou un Patagonais. Il s'en fout de ça. Ce qu'il veut, c'est que son travail soit bien fait. Et si il calcule que ça va coûter trop cher de vérifier que ce gars est un gars valable ou un gars pas valable, d'accord ? Tout simplement, il va dire, ok, je ne prends pas d'Irlandais a priori parce que ça va me coûter trop cher de vérifier si tu fais partie des 40% alcooliques ou des 60% pas alcooliques, en fait, d'accord ? Et donc, malheureusement, tous les Irlandais vont en quelque sorte payer pour ça. Pour le cliché, d'accord, quoi. Oui, j'en sais quelque chose, en quelque sorte. Moi, je sais très bien qu'il y a pas mal de Roumains, on va dire comme ça, parce que je suis quand même d'origine roumaine. Est-ce qu'il y aurait des Roumains qui commettraient des vols ou qui cambrioleraient des maisons, par exemple ? Je sais très bien que les Roumains peuvent se traîner toute une réputation parce qu'il y a un certain nombre de faits divers qui ont été commis par des Roumains. Moi, je le sais depuis toujours, depuis toujours, c'est-à-dire depuis que je vis en France, que c'est une chose à laquelle je me confronte régulièrement, en quelque sorte. Et c'est pas que les gens ont un préjugé contre moi, c'est que c'est normal. Et j'ai toujours trouvé ça quelque chose de normal que finalement, quand
quand il me rencontrait, il se posait la question, est-ce que de quelle catégorie de Roumains je faisais partie, en quelque sorte. C'est comme avec les Irlandais, d'accord. Finalement, écoute, si tu sais que il y en a une partie qui est alcoolique et d'autres pas, forcément, tu rencontres un Irlandais, tu as une info. Tu as une info qui est utile et qui te permet d'anticiper ce qui va se passer, d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu ne peux pas en faire abstraction en te disant non, je vais pas calculer, je vais pas le calculer, comme disent les jeunes maintenant. Si, il faut le calculer, le mec. Moi, c'est tout à fait normal que les gens me calculent, et moi aussi je calcule les gens que je rencontre, parce que c'est ça, avoir de la prudence dans la vie, d'accord. C'est important. En fait, tout un discours dit anti-raciste en tout cas, aimerait que les gens n'appliquent pas un principe de prudence, c'est-à-dire n'appliquent pas un principe de coût et bénéfice dans leur décision, en fait. On pourrait dire que ça, c'est un des traits de la folie woke, en fait. Tout simplement, c'est une attaque contre la vertu de prudence. Mais ce n'est pas une histoire de préjugés sur des conceptions hitlériennes, racialistes, je sais pas quoi. C'est tout simplement de la bête, un bête calcul. Ça me coûte combien de vérifier, voilà, c'est ça, tout simplement. Ça me coûte combien de vérifier que telle ou telle personne ou telle catégorie de personnes est véritablement respectable ou non, en fait. C'est ça tout le truc, d'accord. C'est l'histoire de combien ça coûte de vérifier. C'est exactement ce que vous faites quand vous êtes. C'est un autre exemple que donne Sowell. Quand vous promenez la nuit et que vous voyez, d'autant plus si vous êtes une jeune femme, vous vous promenez la nuit et vous voyez un groupe de jeunes gens agités sur le trottoir en face. Sur le trottoir sur lequel vous avancez. Vous vous dites, est-ce que je change de trottoir ou même est-ce que je rebrousse chemin ou alors je continue, peu importe, je prends le risque de vérifier que ce sont quand même peut-être des jeunes gens respectables et qui ne me feront pas de mal. En fait, peut-être que vous allez prendre une décision qui est raciste, si vous voulez, en quelque sorte, qui est une décision qui va considérer, sans connaître directement, justement, ces personnes-là. Vous allez faire une généralisation, parce que ça vous coûterait trop cher de vérifier au cas par cas si chacun des jeunes gens ébriétés qui est sur votre trottoir est respectable ou non, ou quelle est sa vision des femmes, d'accord. Ça vous coûterait un peu trop cher, la possibilité que peut-être la réponse ne soit pas très réjouissante est relativement élevée d'après les signes que vous voyez, et donc vous prenez une décision qui est de repartir ou d'appeler une amie, ou je sais pas, en tout cas et ça c'est très important de dégonfler la baudruche anti-raciste, c'est que c'est tout simplement un calcul prudentiel, point barre, en fait. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec des considérations métaphysiques définitives sur une hiérarchie, sur Gobineau ou je sais rien, c'est rien à voir, quoi. C'est juste du bête calcul coût-bénéfice, en fait. Bon, voilà, c'est pour donner quelques exemples que donne Sowell lui-même, mais voilà, qui servent à dégonfler ce que j'appellerais une baudruche antiraciste, pour ramener ça tout simplement à du bon sens, en fait, point barre, en fait. C'est pas, et sans enfourcher tout de suite de grands chevaux principiels, blablabla. Bon. Écoute, ça me paraît une conclusion très intéressante. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce podcast. On invite les gens à aller consulter du coup la campagne qui est en cours pour Thomas Sowell, le deuxième livre de Thomas Sowell dans notre maison d'édition. Voilà, on la lance aujourd'hui. On va la lancer et on invite les gens à nous suivre sur un peu tous les réseaux sociaux, à aller regarder ce qu'on fait ailleurs, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, etc. Faites-vous plaisir. Merci en tout cas Radu, c'était un plaisir de discuter avec toi et je pense que les gens ont apprécié ce moment, si cette fois-ci le son est bien stéréo. Voilà. Je sais qu'il y a eu des petits couacs là-dessus. On réglera le problème technique. Bon, merci à toi, Boss. Donc à dans 2 semaines pour un prochain podcast. À dans 2 semaines. Bye.